Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chill and Q&A, donc épisode 2 de Chill and Q&A. J'avais déjà fait un épisode, donc je te mettrai le lien du premier épisode si tu ne l'as pas vu. Alors je te fais un rappel de ce qu'est ce format Chill and Q&A. En fait, c'est un format pépère, tu vois. Je suis ici tranquillement chez moi dans mon nouveau studio, tu vois. Je suis actuellement à Tokyo, tu vois comment j'ai une magnifique vue. Bref, l'idée c'est d'être tranquillement ici. Je bois un petit café, pépèrement. Et ce que je fais, l'idée de ce format, c'est de ne pas couper la vidéo, de répondre de manière plus spontanée. Peut-être que tu es habitué à me voir sur YouTube et tu sais, les vidéos sur YouTube, tu me vois comme ça, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos sur YouTube, elles sont travaillées, c'est-à-dire qu'il y a un script, je prépare, je sais de quoi je vais parler, et puis je suis mon script et voilà, je ne sors pas des clous entre guillemets. Eh bien, l'objectif du format Chill and Q&A, c'est peut-être aussi de sortir des clous, c'est-à-dire que je ne prépare pas à l'avance mes réponses. Je prends toutes vos questions. Je vous ai envoyé un petit email la semaine dernière où je vous ai demandé de me poser vos questions. Et vraiment, l'idée, c'est que ça soit un format non coupé, naturel. Alors peut-être que je vais dire des conneries, c'est possible, rien n'est préparé. Et donc voilà, alors je vais avoir tout un tas de questions sur différents sujets. Alors d'ailleurs, je vais aussi remettre, alors peut-être que tu écoutes cet épisode sur podcast, puisque tu vois, il va rien se passer d'extraordinaire. Je suis pas en voyage à l'autre bout du monde, je suis ici dans cette petite pièce, et donc il va rien se passer d'extraordinaire. Donc si tu veux écouter cet épisode sur podcast, n'hésite pas, prends un petit café, détends-toi. On a pas mal donc de questions cette semaine. Alors vous m'en avez envoyé pas mal. Alors des questions sur, comme d'habitude, le code, freelancing, entrepreneuriat, est-ce que tu codes toujours, est-ce que c'est possible de se lancer, combien tu gagnes d'argent, etc. Alors, vraiment des questions d'un peu, voilà, des questions diverses et variées sur peut-être les frameworks. Alors je regarde un petit peu les questions rapidement comme ça. Voilà, comment apprendre quand on est apprenti, comment organiser son code, bref. Beaucoup de questions, et donc ce que je vais faire, eh bien je vais démarrer dès maintenant avec la première question. Hein. Je te rappelle que vraiment ce format, il va pas être coupé, il va pas être monté, et il va être donc naturel. Alors, on va prendre une première question. Question de Lohan qui me dit: est-il possible de venir bosser en freelance à Bali en ce moment en tant que Français? Alors, tu vois, déjà, je suis en train de parler vite, je suis déjà en train de m'essouffler. Alors, ce que je vais faire aussi, vu que c'est un format qui a pour but d'être un peu plus posé, et j'ai tendance, c'est vrai, à parler vite, et c'est un format qui a pour but d'aller aussi sur le podcast. L'idée, c'est peut-être, je vais essayer de ralentir un peu la cadence et de parler plus doucement, et peut-être ça m'économisera, puisque ce format risque peut-être d'être long. Bref, si je reprends la question de Lohan à propos de venir bosser en freelance à Bali en ce moment, eh bien, alors Bali, ça réouvre doucement en ce moment. Il faut savoir que je crois que c'était un des pays peut-être qui a mis le plus de temps à réagir, à fermer ses frontières, mais peut-être que c'est un des pays les plus lents aussi pour la réouverture. Il y a d'autres pays en Asie, notamment la Thaïlande, etc., donc, qui commencent à réouvrir en douceur. Bali, c'est simple, si tu n'as pas donc 2 doses de vaccin, ça va être compliqué de venir. Il faut absolument être vacciné, avoir un schéma vaccinal complet, ça c'est la première chose, il faut avoir la double dose, etc. On peut donner des visas aussi, alors pour les visas c'est fini, les visas touristes ou visas à l'arrivée comme il y avait avant, hein. Maintenant ça c'est fini, tu es obligé d'avoir un visa, un visa spécial, un visa en règle pour venir à Bali. Alors tu peux trouver ça, c'est des visas qui te permettent de rester quelques mois, je crois entre 3 et 6 mois sur Bali. Et c'est des visas que tu es obligé de préparer à l'avance. Tu peux pas les faire sur place, tu peux pas les renouveler sur place. Enfin, vraiment, il faut venir avec un visa. Mais alors maintenant, tu me parles de bosser. Alors pour bosser, c'est différent. Hein. Le droit du travail à Bali, il est assez strict. Tu peux pas venir comme ça et bosser, entre guillemets. Donc, il faut des visas de travail, etc. Donc, ça met un peu de temps à obtenir. Donc, si ton but, c'est de venir travailler sur Bali, peut-être être freelance sur Bali, travailler avec des clients sur Bali, bon, bah là, il te faut un visa de travail en règle et ils sont assez stricts là-dessus, comme d'ailleurs de nombreux pays. Après, si tu es plutôt nomade, si tu as plutôt prévu d'être, on va dire, de passage, c'est-à-dire que
voilà, t'as peut-être pas prévu de rester plusieurs longues années, etc. Là, voilà, on va dire qu'on est dans une zone un peu grise et que bon, c'est pas autorisé, mais c'est toléré si voilà, tu travailles pas avec des clients du coin, on va dire si tu travailles sur le net. Bon, officiellement non, mais voilà, on est un peu dans une zone grise, mais il faut faire quand même attention. Récemment, j'ai entendu parler de quelqu'un, un Australien ou un Américain, je sais plus, qui travaillait en ligne en tant que, je crois qu'il était coach ou je sais plus quoi. Bon, bah, à un moment, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais en tout cas, ils sont venus, ils lui ont dit c'est interdit de travailler ici, donc il s'est fait virer. Donc voilà, faut faire attention. Ça dépend combien de temps tu restes, ça dépend de plein de paramètres. Mais voilà, Bali, ça réouvre doucement. Je crois qu'il y a un premier vol qui est arrivé du Japon, je crois, un vol direct, parce qu'avant, il fallait passer par Jakarta. Et voilà, bon, je ne vais pas m'étendre trop longtemps sur le sujet, parce qu'on a pas mal de questions et le temps file. Alors voilà pour ma réponse. Alors une deuxième question de David. Quand est-ce que réouvre ton bootcamp React? Alors c'est vrai que c'est un bootcamp, le bootcamp React pour ceux qui suivent un peu, qui n'ont pas suivi l'actualité, c'est un bootcamp que j'ai ouvert au mois de novembre, un bootcamp 100% en ligne où on apprend à coder avec la librairie, le framework, donc React.js, plein de modules, etc. Il y a des groupes, etc. Bref, en ce moment, donc il y a les membres de la première session qui sont en train d'attaquer les projets. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, bon, ils ont fini les modules et ils attaquent les projets en équipe. Ça veut dire que voilà, ils ont défini des sujets et là, ils travaillent tous dessus. Ça va prendre à peu près un mois, donc durant le mois à peu près le mois de février, ça va démarrer un peu, enfin ça va être à cheval avec le mois de mars. Moi derrière, je fais des revues de code, donc il va falloir que je prenne les projets, que je vois un peu tout ça, etc. Mais pour répondre à ta question, donc on attend un petit peu la finalisation de la première session du bootcamp, mais normalement sur peut-être début mars, je pense que la deuxième session pourra être lancée. D'ailleurs, je mettrai peut-être un lien sous cette vidéo si tu souhaites avoir des news sur ce bootcamp React. Tu peux t'inscrire à une petite liste. Là, c'est pour les personnes qui veulent voilà, des news sur ce bootcamp. Quand est-ce que ça va démarrer? Qu'est-ce qu'il y aura dedans? Qu'est-ce qu'il y aura dans la deuxième session? Donc, si ça t'intéresse, je te mettrai ça. Il faut que j'y pense à mettre ça en lien sous donc, cette vidéo. Alors, une autre question de Axel. Alors, qui nous dit, tu parles souvent de ta spécialité, donc le développement, effectivement. Tu pourrais inclure dans tes réflexions les profils plutôt Ops, DevOps, SRE, expert infra, etc. Eh bah non, je sais pas. Enfin oui, merci pour ta proposition, mais je sais pas. Par exemple, SRE, je sais pas ce que c'est. DevOps, je sais ce que c'est, mais voilà, bon, je suis pas expert DevOps. Infra non plus, je suis pas expert infra. Bon, en plus, petit secret, c'est pas des choses qui m'emballent plus que ça. Je veux dire, moi, enfin voilà, j'ai déjà travaillé avec des mecs qui bossent à l'infra, etc. Je vois un peu ce que c'est le boulot. C'est pas un truc qui me passionne. Donc ça va être. Alors je dis pas que c'est un métier qui est nul ou quoi. Hein, c'est juste que moi personnellement c'est pas un truc qui me passionne, c'est pas un truc que j'ai fait, c'est pas un truc qui me porte plus que ça. Donc, j'en parle de temps en temps. Par exemple aussi, dans notre programme, le système freelance, on a des gens qui viennent, on a des membres qui viennent d'autres métiers que le dev. Il y a des gens qui sont dans l'IT plus général, dans l'infra, il y a des DevOps, etc. Bon, ça marche, ça fonctionne aussi, mais moi, en tant que Mike Coder développeur, bah, je me sens pas avoir la légitimité, en fait, de pouvoir aller explorer plus de pistes que ça. Mais souvent, les réflexions que je mène, c'est-à-dire, voilà, comment se lancer en freelance, bah, que ce soit pour un développeur ou pour un DevOps, bon, c'est à peu près la même chose. Comment apprendre les choses, bon, bah, c'est aussi à peu près la même chose. Alors peut-être que je devrais trouver effectivement plus d'exemples sur effectivement l'infra, SRE, etc. Je sais même pas ce que c'est SRE, tu vois, par exemple, SRE, service, réseau, peut-être, je sais pas. Voilà, en tout cas, quand même, merci pour ta question. Alors, une autre question. Alors là, on y va cash. Est-ce que tu codes toujours? Mike Coder, est-ce que Mike Coder code toujours? Bah, je pense qu'il vaut mieux quand même coder toujours. Alors, effectivement, j'avais déjà parlé de ça, du fait que je code peut-être un peu moins en freelance. C'est-à-dire que je me concentre sur plutôt mon business pour la partie entrepreneuriale, mes formations, bootcamp, etc. Donc la partie freelance,
Je la mets un peu de côté, je la mets un petit peu de côté en ce moment. Mais est-ce que je code toujours? Oui, bien sûr que je code toujours. Je veux dire, coder, c'est comme le vélo. C'est sûr qu'il y a des choses que tu perdras pas quand tu apprends le vélo. Tu sais toujours faire du vélo, mais quand même, ça veut dire que, bien sûr, quand tu apprends à coder, tu sauras quasiment toujours coder. La logique, elle sera toujours la même, mais par contre, les frameworks, les librairies, les technos évoluent tellement vite que, par exemple, si tu fais, je sais pas, si tu fais du React, par exemple, et que bah, pendant, surtout dans le monde, dans l'univers de JavaScript, parce que dans d'autres univers, C++, .NET et peut-être Java, bon, ça évolue beaucoup plus doucement. Dans l'univers de JavaScript, par exemple, de React, je veux dire, tu fais pendant un an, tu fais plus de React, t'es complètement dépassé, quoi. Il y a trop de choses qui avancent. Ah, peut-être pas, j'exagère un petit peu, mais voilà, ça avance beaucoup vite. Donc, bien sûr que oui, je continue à coder. Alors, je continue à coder sur, de temps en temps sur quelques projets en freelance. J'ai aussi pas mal de projets perso que je dois développer. Donc là, pour le coup, je développe et je développe aussi avec d'autres développeurs sur ces sujets-là. Je suis pas tout seul sur les projets, mais je passe une grande partie du temps à développer. Voilà, donc oui, bien sûr, je suis toujours développeur, je code régulièrement. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, régulièrement, je te poste comme ça, je te partage des petits endroits où je code. Souvent, je code de chez moi, mais parfois, je peux coder à l'autre bout de Bali ou en vadrouille. Et si tu regardes souvent, qu'est-ce qu'il y a sur mon écran? Eh bien, c'est des lignes de code. Voilà. Alors, une autre question de Maeva. Maeva qui nous dit, Mike, est-ce que tu penses faisable de glisser petit à petit vers du freelancing à 100%, petit à petit vers du freelancing, mais en restant salarié à côté au début? Donc glisser à 100% mais en restant salarié, bon, il y a un petit peu une contradiction peut-être. Alors peut-être au début, oui. Alors salarié dans un autre domaine que le code, j'apprends en autodidacte le code à coder. Merci par avance. Alors merci Maëva pour cette question. Alors des personnes qui font ça, il y en a, moi j'en vois pas mal, c'est-à-dire des personnes qui sont pas, comment dire, qui basculent vers le freelancing sans être développeur. Il y en a plein qui le font. Il y en a plein qui sont développeurs en CDI et qui font la bascule en douceur vers le monde du freelancing. Alors ils le font en douceur, parfois ils sautent dans le grand bain direct, mais parfois aussi, t'en as qui osent pas lâcher leur CDI tout de suite et qui essayent un petit peu quelques missions comme ça avant de se lancer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à dire, tu sais, il y a un truc, une expression assez connue où on dit brûler ses navires. Tu sais, l'expression brûler ses navires, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, il y a un moment, tu sais, c'est par rapport à une bataille où si t'es arrivé et puis le chef a dit, bah voilà, quand on arrive et qu'on va prendre un lieu, on brûle les navires, comme ça on peut plus repartir, on est obligé d'avancer, d'attaquer, de tout défoncer, entre guillemets, tu vois. C'est une expression. Eh bien, c'est vrai qu'on dit ça aussi dans d'autres sujets, dans l'entrepreneuriat, dans le freelancing, c'est-à-dire qu'en gros, tu brûles tes navires, c'est-à-dire, bah, tu sautes, tu vires ton CDI, tu y vas, tu te lances, et puis comme ça, tu peux plus retourner en arrière, tu n'as plus de choix, etc. Bon, ça peut marcher dans certains cas, mais je pense quand même que voilà, quand tu veux te lancer en tant que développeur freelance, ça prend du temps déjà à avoir de bonnes compétences. Donc, effectivement, c'est peut-être pas la bonne solution de tout de suite se lancer. Alors, si tu as un peu de thunes de côté, si tu as le chômage, si tu as tout ça, pourquoi pas te lancer dans le grand bain, et puis brûler ses navires, entre guillemets, et tester. Mais c'est pas obligatoire. Et pour les personnes qui ont peut-être voilà, un petit peu peur, etc., bien sûr que tester le marché en parallèle, voir si on est capable de faire des projets, voir si voilà, tu es capable d'aller au bout, de trouver des clients, etc., en parallèle de ton métier actuel, c'est une bonne chose. Effectivement, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il va falloir, en fait, si tu fais ça, c'est bien, mais pense à qu'à un moment, il va falloir, voilà, fixe-toi quand même une durée de transition, parce que sinon, ça peut durer très longtemps et tu peux faire que des petites missions qui sont pas intéressantes. Mais oui, voilà, entre en douceur dans le freelancing comme ça, et avec ton CDI à côté, et petit à petit, eh bien, tu avances, tu avances. Et c'est sûr que là, en plus, tu dis que tu es autodidacte, ça c'est un point important, tu es autodidacte et tu bosses pas dans le code actuellement, donc bien sûr que c'est une bonne chose d'essayer de trouver des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu d'apprendre des choses théoriques, des tutos, etc., eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas essayer de trouver des vrais clients. Donc, même si les projets sont petits,
les projets sont réels, ils sont vrais. Tu vas comprendre ce que c'est que d'aller au bout des vrais projets. Et là, tu vas beaucoup plus te former en autodidacte que te former sur des tutos YouTube ou des choses un peu, voilà, un peu sur des projets qui sont bidons, quoi, tout simplement. Alors, une autre question de Julien. Combien tu gagnes? Alors, on y va direct, Julien. Combien tu gagnes freelance d'ailleurs versus entrepreneuriat? Bon, j'en ai déjà parlé un peu de ça. Ma partie freelancing est un peu en train de diminuer parce que voilà, je me concentre plutôt sur la partie entrepreneuriat. Ça vient du livre The One Thing. C'est vraiment important de penser à se concentrer sur une chose. Trop de personnes qui veulent être développeurs, mais en même temps qui veulent faire du dropshipping, mais en même temps ils veulent faire plein de choses. Je pense que vous pouvez faire plusieurs choses dans une vie mais les unes à la suite des autres. Et ben, c'est le principe de The One Thing. Et à un moment, c'est vrai que j'essayais d'être freelance quand j'étais un petit peu à Bali, et en même temps développer ma chaîne, etc., et YouTube, mes formations. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu fais mal le freelancing et mal l'entrepreneuriat. Donc voilà, à un moment, j'ai pris un virage et je me suis dit, je vais me concentrer dans un premier temps là-dessus. Alors, sur la partie freelancing, sur la partie entrepreneuriat, alors comment je pourrais dire? Déjà peut-être parler peut-être des avantages et des inconvénients. Première chose, l'avantage d'être freelance, par exemple, dans la partie freelancing, c'est que on est quand même sur des revenus qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus réguliers. Alors je sais qu'il y en a plein qui débutent dans le freelancing et qui disent oh, qu'est-ce qu'il raconte Mike, c'est compliqué, le freelancing, on a des revenus en dents de scie, parfois ça monte, parfois non. Non, franchement, je te garantis que si tu arrives vraiment à, tu vois, ça a des bonnes compétences, tu arrives à les vendre, tu sais comment ça marche le freelancing, après tu as des revenus qui sont quand même réguliers. Moi, typiquement, voilà, quand j'étais freelance, eh bien, ça tournait, si tu veux parler un peu de salaire, enfin de salaire, pas de salaire, de chiffre d'affaires, de revenus, de combien je gagne par mois, de chiffre d'affaires, eh bien, ça tournait à 10 000 € à peu près par mois, sur un TJM à peu près 8, 10 000, 10, 12, enfin, ça dépend en fait voilà, les mois, parfois tu as des mois qui sont un peu plus longs, tu as des vacances, etc. Mais voilà, un développeur freelance, il peut générer entre 100 et 150 000 € de chiffre d'affaires par année, donc ce qui est quand même pas mal. Alors oui, tu vas me dire c'est du chiffre d'affaires, etc. En France, on t'enlève une bonne partie, c'est sûr, mais ça reste quand même des bons revenus. Après, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, et dans d'autres pays, eh bien, on te taxe pas autant. Donc tu peux avoir une partie de ton revenu qui est beaucoup moins taxée, et qui te reste une bonne partie. Donc c'est quand même, il y a des gens, enfin c'est vrai que c'est un truc qu'on entend, oui, mais ça sert à rien, freelancing, on te taxe. Bah, on te taxe, oui, c'est sûr. Tu fais 10 000 par mois, tu fais 150 000 à l'année. Total, c'est normal, mais il te reste quand même pas mal de choses. Et si tu as d'autres projets que tu as besoin de plus de fonds, bah, n'hésite pas à aller t'expatrier ailleurs. Tu as le droit d'être freelance dans d'autres pays et on t'enlèvera pas la moitié presque de ce que tu génères. Donc ça, c'était un peu pour la partie freelance. En termes de revenus, oui, bah voilà, un peu moins maintenant parce que je suis peu freelance. Et sur la partie entrepreneuriat, alors la partie freelance, c'est plus stable, mais forcément, tu plafonnes. Parce que tu vends ton temps, en fait, en freelance. Quand tu es freelance, tu vends ton temps, tu échanges ton temps. C'est un peu, c'est pas comme le salariat, mais tu es plus libre, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu es libre des projets, tu peux voyager où tu veux. Donc le freelancing, c'est génial. Moi, voilà, moi, quand j'ai quitté mon CDI pour devenir freelance, super. Sauf que quoi qu'il arrive en termes de revenus, quand même, tu vas pas pouvoir augmenter ton TJM jusqu'à des milliards d'euros. Tu vois, à un moment, tu vas passer, tu commences en tant que développeur à 300, tu peux monter à 500, tu vas arriver à 900, allez, 1000, et si tu es sur des trucs hyper pointus, peut-être un peu plus, mais c'est quand même plafonné, et c'est quand même plafonné au temps, et tu peux pas non plus prendre 5 projets en parallèle et travailler la nuit. Donc c'est quand même plafonné. C'est stable, mais c'est quand même plafonné. L'entrepreneuriat, alors être freelance, c'est quand même être un peu entrepreneur, mais l'entrepreneuriat comme je fais, où vraiment, voilà, je vends des formations, par exemple, c'était un business aussi, si tu fais du e-commerce ou autre, ou quoi, une boutique même, enfin, ça c'est de l'entrepreneuriat. Là, on est sur des revenus qui sont beaucoup plus, comment dire, irréguliers. Ça veut dire que, par contre, tu n'as pas de plafond. En fait, tu vois, tu as des avantages et des inconvénients. Ça veut dire que, effectivement, tu n'as pas de plafond, c'est-à-dire que bah, tu peux monter très haut, mais tu peux aussi être très bas. Moi, je fais des mois, ça peut arriver que si je vends pas de formation, par exemple, pendant un mois, ou si je fais pas de coaching, ou si j'ai pas de, ou je peux gagner zéro, par exemple. Bon, après, j'ai tout le temps des offres, j'ai tout le temps des formations, j'ai tout le temps
un récurrent qui vient. Donc voilà. Mais par contre, j'ai pas de plafond, j'ai pas de limite. C'est-à-dire rien ne m'empêche de gagner en un mois 100 000 euros, par exemple. Je n'ai pas fait ces chiffres-là. Ça m'est déjà arrivé de dépasser les 50 000 euros par mois. Mais c'est pas quelque chose c'est pas régulier, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je fais tous les mois, tu vois. Et il peut y avoir des mois où je suis à 10 000 comme un freelance, il peut y avoir des mois où je suis à 20, il peut y avoir des mois où je suis à 2000 si j'ai rien vendu, il peut y avoir des mois où il y a, enfin voilà, c'est quelque chose qui est plus irrégulier. Alors après, bien sûr que le but, c'est pas, ouais, c'est pas grave, il y a des irrégularités, c'est normal. Ce qui compte, c'est que ça monte petit à petit et de voir que chaque année, finalement lissé sur l'année, eh bien, ça augmente. Alors, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle d'argent, etc. Mais c'est hyper important de regarder ton chiffre d'affaires. Est-ce qu'il augmente chaque année? Si tu es développeur freelance, tu peux pas dire, oh, moi je ne parle pas d'argent. Non. Est-ce que chaque année, si par exemple une année tu as fait 100 000, bah regarde que l'année d'après tu as fait 110, 120, 130, que ça augmente, c'est normal, quoi. C'est la vie. Je veux dire, tu travailles pas pour la gloire, hein. Tu travailles. Bon, l'indicateur qui montre que tu fais des choses et que ça avance et qu'on te paye, voilà, tu génères des revenus, c'est le chiffre, c'est le chiffre d'affaires, c'est combien tu fais. Je veux dire, il n'y a pas d'autre indicateur. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, pour répondre un peu à ta question, il y a un peu de tout dans mon truc. Je vais pas te donner mon chiffre d'affaires, combien je fais non plus à l'année, mais voilà, dans les grandes lignes, je veux dire, si ta question est est-ce que je gagne plus en freelance qu'en tant qu'entrepreneur, oui, moi mon objectif c'était, quand je suis arrivé à Bali, de vivre du freelancing, de faire le switch vers l'entrepreneuriat jusqu'à rééquilibrer ce que je gagnais en freelance. Et ça a mis du temps. Et au début, je gagnais moins que ce que je faisais en freelance. Mais c'est la vie. La vie, c'est aussi prendre des risques. Accepter de gagner moins. Faut arrêter tout le temps d'avoir peur de perdre, d'avoir peur de gagner moins, d'avoir peur de ceci, d'avoir peur de cela. Moi, j'ai accepté de gagner moins. Je me suis dit, bah voilà, j'arrive à Paris, à Bali. Bon, bah, j'ai mes revenus de freelance. Après, j'arrête le freelancing, pardon, pour passer vraiment entrepreneur. Boum, grosse chute de revenus. Voilà, je suis passé une période, j'ai dû me bouger le cul, travailler, essayer voilà, comprendre mon audience, mes clients, quels sont leurs problèmes, pourquoi ils n'y arrivent pas, pourquoi ils n'arrivent pas à apprendre à coder, pourquoi ils n'arrivent pas à se lancer en freelance, créer des programmes, etc. Donc ça a mis du temps jusqu'à que maintenant ça marche. Et maintenant, je gagne plus effectivement que ce que je gagnais avant en freelance. Je ne suis pas à plaindre, mais tout en sachant que voilà, ça peut être irrégulier. Si jamais cette année ben, je travaille moins, ben, je gagne moins. Voilà, ça fait partie du truc. Mais voilà, il faut aimer cette part d'imprévu, on va dire. Si tu es quelqu'un qui est plutôt qui aime la stabilité, vraiment la stabilité, la sécurité, bah tu restes en CDI et tu plafonneras, allez, 2, 3, 4 000 euros dans ta vie. Si tu es un peu plus souple, mais tu aimes quand même avoir des revenus quand même réguliers, bah, tu vas sur le freelancing et là, tu gagneras plus. Et si tu es un peu plus aventurieux, si tu es aventurier, si tu es quelqu'un voilà, qui a pas peur des hauts et des bas et des challenges, parce que là, il faut se bouger le cul, il n'y a personne qui va te payer si tu bouges pas ton cul, et ben là, tu peux aller vers l'entrepreneuriat. Et là, bah, c'est illimité, hein. Je veux dire, bah, je sais pas, tu lances une application qui cartonne, bah, tu peux être millionnaire. Voilà. Donc c'est ça l'entrepreneuriat. Autre question de Ellie. Ellie qui dit quel statut le moins contraignant en 2022, mise à jour nécessaire SVP pour se déclarer en freelance, SA, SARL, EURL, SARL, SASU, etc. Alors en vrai, bon, moi j'aime pas ces sujets, quel statut, machin, c'est des trucs de comptable, ça me saoule. Alors bien sûr, j'en ai parlé dans ma formation, le système freelance, parfois on me pose des questions là-dessus et j'y réponds dans les trucs sur le système freelance. Mais voilà, c'est chiant à analyser, ça va même pas plaire à tout le monde peut-être cette question dans le truc. Donc je dirais que en gros, tu me parles de statuts moins contraignants. En France, tous les statuts sont contraignants, à part peut-être le micro-entrepreneur, tu vois, micro-entreprise. En plus, ça évolue chaque année, ça change. Voilà, je vais pas dire en 2022, mise à jour, ah oui, alors voilà, peut-être la SASU est mieux parce que ceci, parce que cela. Ça va dépendre de ton chiffre d'affaires, ça va dépendre de ton profil, ça dépend de ton activité, ça dépend de énormément de paramètres. Donc voilà, je dirais que, en règle générale, quand on se lance, on ne sait pas trop, on part sur de la micro-entreprise, c'est simple, c'est facile, c'est efficace. Quand on commence à générer pas mal de chiffre d'affaires, déplacer des plafonds, etc., eh bien, on switch vers autre chose. Je veux pas te je veux pas te dire, voilà, il y a ça qui est mieux ou ça qui est mieux. Mais voilà, on switch vers de la SASU ou d'autres types de sociétés. Alors, une autre question de Maria.
Des résultats avec ton bootcamp. Alors, des résultats avec ton bootcamp. Alors, oui, des résultats, bien sûr. Alors, on a quoi comme résultat? Alors, ce qu'il faut savoir, je te l'ai dit au début, on a quand même pas mal de monde qui est toujours en projet, là, qui sont toujours sur les projets actuels. Alors, techniquement, moi, je vois en coaching les résultats. Il y a un bon progrès des résultats. Les développeurs qui arrivent, qui étaient un petit peu perdus au début, qui essayaient React ou quoi, des choses, mais qui n'y arrivaient pas. Là, voilà, ils ont bien progressé, ça c'est la première chose. Donc techniquement, ils ont progressé. Voilà, en termes d'assurance, ils ont progressé. Il y en a beaucoup qui revoient leur CV, leur positionnement aussi, c'est des choses, des sujets que l'on aborde bien sûr dessus. Et il y a quelques membres qui ont déjà décroché un CDI. Ça c'est sûr. Après, c'est un peu tôt. C'est vrai que c'était des membres voilà, qui avaient des urgences financières et qui, voilà, en plus du bootcamp, ont mis vraiment beaucoup d'énergie pour décrocher un CDI. Il y en a. Après, honnêtement, sur un bootcamp qui est de novembre, donc décembre, janvier, février, on est à peine au début février, c'est un peu tôt. Et moi, je savais que je pense que les résultats vont arriver au moins à la fin du bootcamp. C'est-à-dire qu'il faut qu'au moins les membres terminent le bootcamp. Et ensuite, derrière, eh bien, il y aura les résultats qui vont suivre dans la foulée. Une fois que tu as fini le bootcamp, que tu as des bonnes compétences et que tu te positionnes sur le marché, bon, bah, les résultats vont arriver. Et après, il faut aussi laisser le temps aux résultats. Parfois, on me dit, Mike, tu nous avais dit qu'en 3 mois, on allait trouver un taf. Oh, doucement, les gars. En 3 mois, tu vas monter en compétence et avoir le niveau requis pour trouver un taf. Après, il y a la réalité du marché. Entre le moment où tu poses ton CV et entre le moment où il y a un recruteur, est-ce que tu réponds bien aux questions? Est-ce que ça match avec une mission, etc. Il y a un temps normal. Il y a un temps normal, le temps que la machine se mette. Donc, il faut laisser 1 mois, 2 mois, 3 mois. Moi, pour moi, à mon avis, le gros des résultats va arriver à la fin du bootcamp, entre mars et juin. Juillet, c'est la fourchette sur laquelle j'estime que une fois que tu es formé, tu te positionnes et tu as des résultats. Mais on a déjà des membres qui ont des résultats. Et d'ailleurs, cette petite chose mise à part, moi, je veux qu'il y ait un maximum de membres, parce qu'on a eu quelques abandons déjà, des personnes qui disent oh, c'est pas pour moi, je pars sur autre chose. Donc voilà, moi je veux que les membres restent focus, je veux que les membres se bougent, se dépassent. Pas facile hein, d'apprendre React, puis c'est pas React au niveau basique, le tuto du coin, c'est React à un niveau avancé quand même. Donc moi je veux que les gens se dépassent, se surpassent, mettent un maximum d'énergie. Et d'ailleurs, bon, pour les motiver comme ça, les membres de ce bootcamp je propose de gagner un MacBook Pro modèle M1, là, les derniers. Pourquoi? Parce que j'ai besoin qu'ils se dépassent. J'ai envie qu'ils se disent, bon, pour moi personnellement, c'est sûr que voilà, il faut que je me bouge et que je trouve du taf. Mais en plus, moi de mon côté, j'essaie de mettre tout ce que je peux en coaching ou via peut-être par exemple ça, le fait de pouvoir gagner un MacBook parce que j'essaye de leur donner de la motivation pour pas qu'ils abandonnent. Le pire truc, ceux qui, je le dirais, je répète tout le temps, ceux qui ne deviendront pas développeurs, c'est pas ceux qui sont mauvais ou je sais pas quoi, c'est juste ceux qui abandonnent. Et mon seul but dans ce bootcamp, c'est de faire venir un maximum de personnes au bout du bootcamp positionnées pour qu'un maximum de personnes derrière, dans les quelques mois, aient des résultats. Donc je pense que là, il y en a quelques-uns. Ça va arriver ensuite de plus en plus et je pense que je communiquerai dessus après bah voilà le nombre de personnes qui ont trouvé du taf, des missions, etc., etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il suffit de voir le Discord, les gens qu'il y a dessus, mais c'est les profils. On a des profils, mais des profils, j'ai vu un profil d'un mec qui a 16 ans, hein, pas encore en école, et j'ai une personne qui a aussi 60, je crois 62 ans. Donc voilà, des profils variés, des profils qui ont des besoins urgents de trouver du taf, et des profils qui viennent aussi un peu plus pour découvrir React. Il y a de tout. Il faut regarder le Discord, les gens se partagent des informations. C'est vraiment voilà, c'est la première fois qu'en fait que j'avais le système freelance. Il y avait la communauté, mais c'était un peu plus calme. Et là, comme ça tourne autour de React, il y a énormément d'infos à se filer, etc. Ça bouillonne sur le Discord et c'est génial. J'adore l'énergie qu'il y a sur ce bootcamp. C'est vraiment ce que je voulais en fait créer. Eh bien, on ressent cette énergie et encore une fois, c'est merci à tous les premiers membres qui ont rejoint donc ce bootcamp React 100% en ligne. Alors, une autre question
de Raphaël. Raphaël qui nous dit: quel conseil donnerais-tu à un alternant en développement? Merci pour ton contenu. Bah écoute, merci Raphaël. Alors quel conseil pourrais-tu donner à une personne en alternance? Je pense que quand tu dis alternance, ça doit être un développeur en alternance. Alors déjà, félicitations pour ton alternance. Je suis passé par une alternance et je peux te dire que un développeur qui passe par de l'alternance, bah, c'est le jour et la nuit avec un étudiant qui sort d'école pour la même formation, hein. Je parle de la même, tu prends la même formation, parce que parfois il y a des formations, des, ouais, des formations où tu peux la suivre en continu, je crois, ou je sais plus quoi, comment ça s'appelle, en normal ou en alternance. Tu prends les deux mêmes développeurs, mais c'est le jour et la nuit à la sortie. En gros, d'un côté, t'en as un, il connaît trois cacahuètes théoriques, de l'autre côté, t'as un mec qui s'est développé. Après, ça dépend de la mission sur laquelle, sur le projet, sur quoi, qu'est-ce qu'on te propose, est-ce que tu es bien encadré, etc. Mais voilà, déjà félicitations, tu es sur un bon chemin d'être en alternance en tant que développeur. Donc les conseils que je pourrais te donner, bah, pas 10 000 conseils, j'ai envie de dire, bah, continue de te former, essaye d'en tirer un maximum. Peut-être essaye aussi, parce que c'est peut-être le moment, tu sais, je dis souvent que il faut se focus, il faut se nicher, il faut se spécialiser, il faut éviter de tout apprendre, il faut spécialiser. Ok, ça c'est vrai. Mais peut-être que quand tu es en alternance, tu as ce luxe, t'as cette opportunité, tu as ce choix de te dire que peut-être que c'est le moment aussi de tester pas mal de choses, de voir peut-être qu'est-ce qui peut te faire kiffer. Moi, c'est durant un stage, alors c'était pas en alternance, mais c'était un stage de DUT, de réseau, que j'ai découvert que j'aimais pas, enfin, c'est pas que j'aimais pas le réseau, mais que j'aimais bien le dev. Alors que à la base, le dev, je me disais, ouais, bon, c'est pour les mecs qui écrivent des lignes de code, là, c'est pas pour moi ces trucs-là, ça a l'air chelou, des lignes de code, machin, tout ça, ouais, bizarre, tu vois. Et en fait, durant un stage, et ben, c'est comme ça, un peu par hasard, que j'ai découvert que ben, j'adorais coder. Je dis, mais c'est cool, c'est trop bien le code. Voilà, un peu par hasard. Et donc, peut-être que toi, t'as ce luxe encore je vais pas dire l'innocence du débutant, je sais pas c'est quoi le truc, mais t'as encore ce luxe de pouvoir essayer d'explorer des pistes. Donc si on te propose durant le stage de voilà, tester d'autres langages, d'autres technos, d'autres machins, d'autres manières, peut-être d'autres métiers, on parlait plus haut de DevOps, d'infra, voilà, il y a peut-être le moment de rester ouvert là-dessus, ça c'est le premier conseil. Deuxième conseil, n'hésite pas bien sûr à négocier déjà, de préparer le terrain pour ton embauche, parce que ça va te permettre de... Alors même si moi je suis pas voilà, fan des embauches, CDI, parce que je suis plutôt pour le monde du freelancing, mais ce qui compte, c'est de se faire de l'expérience. Ça, c'est la priorité avant le freelancing, avant tout. La priorité, c'est l'expérience. Plus tu as d'expérience, plus ta vie de développeur sera facile. Donc, le meilleur moyen d'avoir de l'expérience, c'est de t'embaucher par la suite. Voilà, donc tu négocies. Après, tu peux rester un an, 2 ans, peut-être changer, peut-être que tu veux rester dans cette boîte, c'est toi qui vois. Mais voilà, essaye de négocier ton embauche. Et comme tu es en alternance, surtout, tu peux aussi négocier un salaire. Et en règle générale, tu peux, après ça va, voilà, c'est une histoire de négociation, mais tu dois pouvoir demander un peu plus de salaire qu'un débutant, par exemple, qui arriverait directement en première embauche. Effectivement, ça sera une première embauche, mais tu as déjà un petit peu d'ancienneté, entre guillemets, tu connais le projet, etc. Et ça, c'est un faire-valoir. Tu peux faire valoir ça pour négocier un meilleur salaire d'entrée. Alors, c'est sûr, s'ils embauchent à 35, ils vont pas à 35 000 euros l'année, tu vas pas arriver en disant je veux 40, tu vois. Mais moi, dans mon cas, je sais qu'ils embauchaient, pour pas le citer, bon, si je peux citer, c'était Atos Worldline à l'époque, flux et moyens de paiement, enfin peu importe. D'ailleurs, et j'avais fait une alternance, c'était génial, parce que la plupart de mes potes, étaient, je crois, dans des boîtes parfois. Alors, je digresse un peu sur la partie salaire en alternance, enfin salaire. Euh, première mission, première contrat en alternance, j'étais payé à peine 500 euros. La boîte a coulé, j'étais pas payé pendant 3 4 mois, même plus. Enfin, c'était une galère, j'avais plus de thunes et tout. La boîte a déposé le bilan, machin. Et je me retrouve chez Atos, boum. Et franchement, alternant chez Atos, 1600 euros. Waouh, royal, c'était génial. Alors là, pour le coup, j'avais jamais eu des conditions aussi, aussi géniales. Donc ça, c'était pour la partie alternance. Par contre, quand je suis arrivé, bah après, les salaires à l'embauche, et ça pétait pas haut, hein. Ça pétait, j'étais à 32, 33 pour une nouvelle personne. Et moi, bah, je voyais le marché, je voyais que c'était voilà, 35 à peu près, 35, 36, parfois plus. Bon, bah, moi, je suis arrivé en disant, mais non, j'ai passé 2 ans, vous voulez que je reste,
et j'ai demandé 35. Ça s'est négocié comme ça a failli ne pas passer, il y avait les grilles salariales, il y avait ceci, cela. Puis à la fin, c'est passé parce que je me suis dit, bah, le marché est à 35. Je connaissais le projet, j'étais plutôt bien vu, donc ça s'est bien passé et j'ai pu négocier ça. Donc voilà, pour le truc. Après, autre conseil aussi, si tu veux augmenter de salaire par contre par la suite, pense à vraiment augmenter, faire des gros gaps, bah, malheureusement, en restant dans la même boîte, voilà. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas marié avec la boîte, hein, même si t'ont donné ta chance et tout, ils t'ont proposé ton premier CDI. Si tu veux augmenter de salaire par la suite, eh bien, il va falloir changer de boîte en boîte tous les, allez, 2 ans. Je sais que il y a pas mal de profils un peu pépères, on a la flemme, mais voilà. Si tu as la flemme, bon, bah, tu seras pas augmenté. C'est con, mais en France, on n'augmente pas, on n'augmente pas beaucoup les personnes. Il faut changer. Voilà, c'est la vie. D'ailleurs, il y avait une boîte aussi comme ça qui avait dit à un collègue, on t'augmente pas. C'est quoi la raison? On t'augmente pas parce qu'en fait, on garde ça pour les nouveaux arrivants. Quelque chose comme ça. Bon, bref. Autre question. Alors, question de Hardy. Hardy qui nous dit, je vais peut-être accélérer sur les questions. Oui, ça fait quoi qu'on a le temps. Chill and Q&A. On a le temps. Je vais pas speeder. Je vais pas speeder. Le format il durera le temps qui durera. Après tout, c'est pas un format où je suis obligé d'être pressé. Donc, on va prendre le temps. Hardy. Que pensez-vous des stacks suivantes? Next.js plus Laravel Vue.js plus Laravel. Un peu de mal à comprendre la question. Alors déjà, Next.js framework pour React plus Laravel Vue. Donc déjà, moi, l'idée de mixer du Vue et du React, pareil chelou déjà, de prime abord. Bon. Et Laravel, oui, bah après, des stacks Laravel React ou Laravel Vue bah, en API, avec vraiment découpé back-end PHP qui expose des API avec un front-end Vue ou React ou avec le framework Next. Bon, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Ça dépend des besoins, ça dépend de ce que tu veux faire, mais a priori, voilà, c'est des technos, des frameworks qui sont à jour et qui se valent, quoi. Donc oui, bah, j'en pense rien. Mais voilà, je pense pas que c'est quelque chose qui est dépassé. Je pense juste qu'il faut peut-être pas mixer les deux. Voilà. Merci pour ta question. Une question de Stéphane. Tes lectures du moment, tes jeux du moment. Alors en ce moment, je lis Père riche, Père pauvre. Alors je sais que c'est un classique, que tout le monde aurait dû le lire depuis longtemps, ça fait des années que j'aurais dû le lire. Bon, bah, je ne l'ai pas lu. Et là, je suis en train de le lire et effectivement, c'est intéressant. Moi, ce livre, en fait, pour revenir un peu rapidement sur Père riche, Père pauvre, je vais pas te faire la synthèse ici, je dois être à peut-être 60-70%. Il parle un peu sur les problèmes, un peu les trucs psychologiques qu'on a qui nous bloquent un peu par rapport à l'argent, etc. Le fait de pas travailler pour l'argent, mais plutôt travailler pour des compétences. Le fait de, quand tu gagnes, la plupart des gens pauvres, en fait, gagnent de l'argent pour acheter des choses dont ils n'ont pas besoin pour plaire à des gens qu'ils n'aiment pas. C'est ça limite le truc, tu vois. Au lieu de se concentrer à se dire je gagne de l'argent et je remplis la colonne des actifs. Et ça c'est important. Je pars un peu comme ça au pif sur ce sujet-là. Mais moi c'est un truc que mon frère n'arrive pas à comprendre. Il gagne de l'argent, il est freelance, il gagne bien sa vie. Et sa colonne actif ne grandit pas. Il n'a pas d'actifs. C'est une erreur stratégique. D'ailleurs, c'est un conseil que je vais vous donner, même pour les personnes qui sont en CDI ou peu importe, déjà de comprendre la différence entre un passif et un actif. Un passif, c'est quoi? En fait, un actif et un passif, dans les deux cas, c'est quelque chose où tu vas dépenser de l'argent. Voilà, tu dépenses de l'argent. Sauf que tu peux dépenser de l'argent dans un passif, comme par exemple une voiture, une télévision. Un passif, en fait, ça perd sa valeur. Dès que tu achètes, ça perd de la valeur. Tu achètes une voiture, c'est un passif, boum, ça perd sa valeur. Ça sort du magasin, ça sort, tu perds moins 20%, tu vois. Tu achètes une télé, voilà, bim. Mon frère n'achète que de la merde, que des passifs. Que des passifs, que des trucs qui n'ont pas de valeur au bout de, voilà. Un passif, ça n'a aucune valeur. Dans le livre, il te dit, l'important, si tu veux sortir de la rat race, si tu veux sortir de la foire d'empoigne, comme il dit, c'est dès le plus tôt possible, c'est de arrêter de dépenser pour des conneries et te concentrer à te construire un actif, des actifs, à mettre de l'argent dans la colonne des actifs. Alors il faut comprendre, ce truc d'actif passif, au début on ne comprend pas, mais c'est important de se dire, et en fait moi ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est marrant, mais c'est que c'est un truc que j'ai senti sans comprendre au début, sans avoir des mots, sans comprendre. Tu vois, je sais que le plus tôt possible, je me suis dit, il faut absolument, par exemple, que la thune que je gagne, je la mette, par exemple, dans de l'immobilier.
Bah, en fait, sans m'en rendre compte, sans avoir lu le livre, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que tout ce que je gagnais soit en freelance ou soit j'avais fait des sites e-commerce, je les mettais dans la colonne d'actifs. Parce que, voilà, j'investis. Et d'ailleurs aussi, immobilier locatif. Parce que quand, il le dit d'ailleurs, la plupart des gens, des salariés pensent que quand ils investissent dans leur crédit immobilier sur 30 ans là, pour leur résidence principale, c'est un actif. En fait, c'est un faux actif. Ça te bloque et ça t'empêche de générer des vrais actifs. Parce qu'un actif, derrière, c'est de l'argent qui travaille pour toi en fait. Quand tu achètes une voiture, ça ne travaille pas pour toi. Tu as perdu de l'argent, c'est fini. Quand tu achètes un appartement ou quand tu investis dans des actifs, cet argent que tu as dépensé va ensuite travailler pour toi. Ça veut dire que moi, par exemple, j'ai des appartements aujourd'hui, ils travaillent pour moi. C'est-à-dire, j'ai des revenus entre 5 et 7 000 dollars par mois, comme ça, parce que cet argent travaille pour moi. Demain, si j'ai envie d'arrêter le freelancing, l'entrepreneuriat, tout ça, bah, je sais que cet argent travaille pour moi. Et ça, mon frère le comprend pas. Et je me bats avec lui. Je lui dis, mais mec, tu as une chance de ouf. Tu génères des bons revenus en freelance, mais ta case actif est vide. Et c'est une erreur, parce que le jour où tu n'es plus freelance, il y a un problème, il y a une crise, il y a je sais pas quoi, tu es dépassé, tu n'arrives plus à bosser ou quoi, ta case active est vide, tu te retrouves à sec, tu coules, et c'est la merde. Voilà, donc c'est ce que je lui dis. Mais il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre ce truc-là. Voilà, donc bon, je suis parti un peu dans tous les sens sur ma lecture du moment par rapport à Père riche, Père pauvre. Et c'est vrai que sans avoir capté ça, j'avais déjà, moi j'ai eu un coup de bol, je sais pas, j'ai senti le truc, je me suis dit, non, si tu veux sortir de là, d'être beaucoup plus libre. Et mon but encore aussi à l'heure actuelle, j'essaye, moi en vrai, je jette pas beaucoup de conneries. Moi, tout ce que j'achète, c'est des choses que je considère comme des actifs. Là, par exemple, j'ai un projet immobilier à Bali, bon, bah, ça sera un actif. Moi, je mets mon argent dedans. Après aussi, j'achète pas de conneries, mais par exemple, si j'achète une caméra, si j'achète un truc, un bureau, un ordinateur, c'est pas des, pour moi, je le considère comme pas vraiment des actifs, mais presque, parce que ça me permet de développer mon activité. Tu vois, je la mets dans la partie active. Quand j'achète, tu vois, j'achète très peu de conneries, mais quand j'achète des trucs, c'est pour développer mon activité. Donc finalement, j'ai un retour sur investissement, etc., etc. Bon, bref, je pars un peu dans tous les sens. Mes jeux du moment. Bah, je joue très peu, j'ai du mal à kiffer sur les jeux. Honnêtement, je vais te dire. Déjà, j'ai peu de temps et en fait, à chaque fois que je joue, j'ai l'impression que je perds mon temps. En fait, c'est difficile. Allez, FIFA, c'est quand même un jeu. Je joue régulièrement. Pourquoi? Parce que c'est simple. T'arrives, prends ta manette, t'as un match, 10 minutes, bam bam, tu te fais laminer ou tu gagnes, t'es content ou t'es dégoûté. C'est rapide, c'est simple. Voilà, ça te prend 10 minutes et tu peux partir. C'est pas des jeux. Bon, après, ça peut être chronophage si tu fais des tournois, des choses comme ça, mais voilà, je joue un peu à ça. J'ai essayé quelques jeux. En ce moment, j'ai essayé des Far Cry, j'ai essayé des nul, nul le jeu. J'ai essayé des Forza Horizon, j'ai essayé des machins. Mais j'ai même essayé Dying Light 2 récemment parce que j'avais aimé il y a longtemps le 1. Je sais pas, je m'ennuie dans ces jeux. Je m'ennuie. J'arrive pas à. Je préfère la réalité en fait. Je préfère. Limite, mon business est un meilleur jeu parce qu'au lieu de gagner des points fictifs ou de l'argent fictif, ben c'est un jeu où tu gagnes du vrai argent, tu vois. Moi, j'adore jouer à mon business, tu vois. C'est mieux que des jeux, finalement. Voilà, donc bref, les jeux du moment, si, allez. J'ai peut-être eu à l'époque, quand il est sorti Last of Us, ça c'est un jeu, voilà, je peux recommander, j'ai kiffé. Donc, mes jeux du moment, bah, je joue pas tant que ça. J'ai testé Dying Light et c'est pas ouf, ouf. Une autre question. Allez, Landry. Salut Mike, quand on vit en Afrique et qu'on a des vraies compétences en développement, comment faire pour avoir sa première mission freelance? Car j'ai remarqué que les clients occidentaux doutent beaucoup des talents africains et que cela rend la chose assez complexe. Bah, merci Landry pour ta question. J'ai beaucoup de personnes qui me suivent d'Afrique, etc. Merci à vous de me suivre depuis ces pays-là, alors que ce soit le Maghreb ou l'Afrique, comment on dit, l'Afrique centrale, ou je sais pas comment on dit, mais voilà, donc merci à vous. Alors, pour répondre à votre question, je te rassure, c'est pas africain, le problème, c'est pas un problème africain. On doute des compétences de tous les candidats, même en France, hein, je veux dire, on voit plein de candidats et on cherche beaucoup de développeurs, mais on a un doute toujours sur les candidats. Il y a tellement de profils, il y a tellement de gens, il y a aussi plein de gens qui sont pas bien formés. Recruter, c'est quand même un processus chiant. On aimerait bien trouver le bon candidat tout de suite, mais on ne le trouve pas tout de suite. Et le problème, c'est qu'on passe notre temps en fait à douter. Donc c'est tout à fait normal de douter. Maintenant,
Est-ce qu'on doute plus des freelances africains? Je pourrais pas te dire. Je sais pas si on doute plus des freelances africains. Moi, en tout cas, ce que je trouve remarquable sur les freelances africains, enfin en tout cas sur les personnes que j'ai vues essayer de coder, etc., c'est cette... déjà, vous avez accès à la même chose, ça paraît fou. Vous avez accès à Internet, donc faut arrêter d'avoir peut-être ce complexe d'infériorité par rapport peut-être à l'Europe ou l'Occident, tout ça. Enfin, vous avez accès à la même chose. Peut-être vous avez peut-être un peu moins de moyens, c'est vrai. Moi, j'ai vu des développeurs qui m'ont dit, autodidacte, Mike, j'apprends à coder sur mon téléphone. Non, mais c'est un truc de ouf. Et ça pourrait, vu d'Europe, ça pourrait prêter à sourire. Mais moi, ça me fait pas sourire. Je me dis, mais il y a des personnes qu'on. Alors qu'en Europe, on est presque comme des enfants gâtés. On a accès à tout et il y a des gens, ils codent pas. Et je vois des gens qui ont à peine accès à Internet, à peine accès à des téléphones et qui ont la dalle et qui se bougent et qui apprennent le code. Et ça, voilà, c'est d'avoir cette motivation-là, c'est vraiment un avantage. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais. Alors pour répondre à la question, voilà, moi je dirais que le seul, pour répondre un peu à cette question par rapport au fait de rassurer, bah, c'est comme tout, je veux dire, c'est comme en Europe. Enfin, voilà, il faut avoir fait des projets, il faut avoir montré les projets que tu as fait. Je veux dire, si tu arrives et que tu as plusieurs projets et que tu montres que tu as fait tel et tel projet, bon, bah, ça rassure. C'est comme ça que tu vas rassurer. C'est pas avec des trucs, tu sais, peut-être des trucs de diplôme, de machin, de ça. Franchement, je pense pas que. Et il y a souvent aussi un complexe d'infériorité sur les diplômes. Moi, j'avais une amie tunisienne qui complexait avec son diplôme d'informatique qui était pas aussi bien qu'en France, machin. Je me s'en fout, vas-y, code, quoi. Enfin, voilà. C'est vrai qu'il y a ce complexe-là. Et si je peux me permettre aussi pour revenir un peu sur les personnes qui me suivent du côté de l'Afrique. Alors, faut que je fasse attention quand même pour pas que je dise des choses qui peuvent être mal interprétées ou racistes ou quoi. Moi, je reçois souvent des trucs du type Mike, merci le grand Mike, merci machin. Et arrêtez les mecs. Et c'est très africain ça. Moi, j'ai pas de ça en France. On me dit bon, merci Mike pour ton contenu, des choses comme ça. Mais vous me mettez trop parfois sur un piédestal. Alors bien sûr, ça flatte mon ego. Super, merci, vous êtes gentil. Mais je suis pas le grand Mike. Je suis pas un marabout. Je suis pas, pardon du terme, je suis pas un dieu vivant. Je suis juste un développeur, quoi. Et j'ai mes lacunes et faut pas voilà, ok, j'ai une chaîne YouTube, je suis visible, etc. Mais voilà. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les personnes. Et merci, je veux dire, enfin, voilà, il y a une communauté en Afrique qui aime bien ce que je fais et franchement, merci à tous. Mais attention à ne pas mettre trop les personnes, les YouTubeurs ou les personnes de notre ordre sur un piédestal en mode merci Mike, merci le grand Mike et tout, à essayer d'être trop. Enfin, ça me touche. Mais voilà, il faut pas. Voilà, normal, je suis juste un mec qui dev, je suis pas un surhumain, quoi. Voilà. Donc voilà, c'est juste le petit truc que je voulais dire. En tout cas, en Afrique, il y a plein de talents. Continuez avec les moyens que vous avez. Et je sais que moi, pour avoir discuté avec pas mal de personnes, il y en a qui ont des excellents niveaux. Donc n'ayez pas de complexe d'infériorité. Vous êtes capable de faire des choses énormes. Donc continuez. Et merci Landry pour ta question. Alors, Zakaria qui nous dit, tu délègues quoi dans ton business? Alors ça, c'est vrai que j'ai mis du temps à déléguer. Mais maintenant, j'essaie de déléguer un max. Quand tu montes un business, tu peux vite arriver en fait à un plafond en fait. Hein, c'est voilà, bah, tu t'as que 24 heures dans une journée et t'as que quelques jours dans la semaine. Et voilà, à un moment, il y a trop de trucs à faire. Quand tu es entrepreneur, à un moment, entre le montage, créer des formations, les pages de vente, faire du contenu, la comptabilité, machin, faire des miniatures, en plus je développe aussi à côté, etc. C'est, ça prend trop de temps. Voilà. Donc, est-ce que tu acceptes un moment de travailler plus et de te brûler les ailes, entre guillemets, et de peut-être faire un burn-out, machin, parce qu'à un moment, tu as envie d'avancer, donc tu as envie de faire les choses, ou est-ce que tu acceptes de te dire, bah, je fais pas de burn-out, mais bon, bah, mon business, il stagne, ou j'arrive à peine à vivoter. Ça, il y a beaucoup de personnes qui vivotent à peine de leur activité. Ou tu te dis, bah voilà. Et ça, c'est aussi, on revient un peu au livre sur Père riche, Père pauvre, par rapport à ce problème à l'argent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, aussi infopreneurs, qui osent pas investir. Moi, je vois des trucs des fois sur des forums, oh, j'ose pas, ouah, putain, c'est cher, Mailchimp pour gérer les emails, ouais, ça coûte 50 € par mois, etc.
Bah non, mec. Enfin, la base d'un business, c'est quand même d'avoir une liste email, c'est de pouvoir contacter tes clients, d'utiliser des outils en ligne, etc., etc. Donc, il faut pas avoir peur d'investir. Ça fait partie du truc. Et la suite de l'investissement, d'utiliser, ok, on utilise des outils, des logiciels, etc. Mais la suite logique, c'est de payer des gens pour t'aider à faire des choses. Moi, je paye des développeurs pour m'aider à développer des trucs que je fais. Parce que je peux pas tout faire tout seul. C'est normal, j'ai ça à faire, donc je développe. En même temps, je paye des devs qui bossent avec moi. En même temps, j'ai quelqu'un qui gère mon support. En même temps aussi, j'ai des coachings que je délègue à un pote Charlot que vous voyez souvent sur la chaîne. En même temps, là, je suis en train de recruter une assistante à temps plein en Indonésie. Voilà, parce que c'est une personal assistante, comme on dit, qui va pouvoir me gérer une partie de mon activité, mais en même temps une partie aussi de ma vie de tous les jours. Ça peut paraître un truc de luxe, de riche ou je sais pas quoi, mais non, mais ça m'aide de ouf, ça va m'aider de ouf dans mon business. Mais j'ai trop de tâches, des fois, quand je dois partir, aller faire un papier, machin, tout ça, mais ça me pourrit une journée. Une journée, mais j'ai trop de choses à faire. Donc voilà, j'essaie de déléguer un maximum de choses. J'ai mon assistant aussi Olivier qui répond aux questions que je réponds au système freelance, qui prend les vidéos, qui les découpe, qui les met sur le site, qui envoie un email disant voilà, le site est prêt, les nouvelles réponses ont été créées, etc. Bref, énormément de choses, miniature YouTube, etc. Donc j'essaye de déléguer un maximum. J'avais du mal au début, c'est pas facile, parce qu'au début tu perds du temps, et après il faut du temps pour avoir un retour sur investissement. Et le point vraiment compliqué par rapport au freelance, quand tu délègues, c'est que bah, c'est dur d'avoir des freelances fiables. C'est ça le problème. Et c'est pareil avec les devs. Les devs, ils disent ouais, mais moi, on me recrute pas. Mais est-ce que tu es fiable? C'est ça le truc. Moi, pour retrouver des freelances fiables, que ce soit pour les miniatures ou pour certains trucs, ça c'est compliqué quoi. Les freelances, ils. Ouais, moi, voilà, quand je fais appel à des freelances, souvent c'est compliqué. J'en ai quelques-uns qui sont dans ma liste, et quand j'ai des bons freelances, eh ben moi je les quitte pas, quoi, parce que souvent les freelances, c'est dur, ils sont concentrés sur eux, au lieu d'être concentrés sur leurs clients. Et ça, c'est un problème que les développeurs ont et que beaucoup aussi ont dans d'autres domaines. Maeva, question de Maeva. Merci Maeva pour ta question. Alors, je ne sais pas si la même va Maeva qu'au début, mais en tout cas, merci pour ta question. Tu nous conseilles souvent de réaliser des projets pour progresser. Ok? As-tu des plateformes proposant des exercices ou des challenges ou des défis, etc. Alors, il y en a plein. J'en ai allez, en tête comme ça, je te dirais qu'il y a Front-End Mentor pour les projets front-end. Alors, j'ai pas découvert Front-End Mentor, je vais donner le crédit aux membres du Bootcamp React qui ont partagé cette plateforme en disant bah, faites vos challenges là-dessus, il y a plein de choses à faire. Et donc, bah, j'apprends énormément aussi de mes élèves ou de mes membres de Bootcamp. Et donc, Front-End Mentor, allez voir ce site. En fait, tu as des petits challenges en front-end, faire je sais pas, un login, page de paiement, des choses plus ou moins compliquées. Donc ça, c'est un bon site, voilà, si tu veux faire des petits challenges, des choses comme ça. Il y a aussi Coding Game aussi qui permet, voilà, là, on est plus dans de l'algo, des choses un petit peu différentes. Bref, il y en a plein, mais avec ces deux-là déjà, tu peux t'amuser. Allez, autre question. Si tu devais aujourd'hui refaire ton apprentissage du métier de développeur, quelle serait ta stratégie? Alors moi, je partirais du principe que le temps est une ressource rare, hein. Franchement, le temps, d'ailleurs, c'est la plus précieuse des ressources. Au-delà des actifs, au-delà de l'argent, au-delà de tout ce que tu veux, je me rends compte que le temps, c'est une ressource de ouf. Donc, pas le temps. Voilà, faut comprendre qu'on n'a pas le temps. Pas le temps, là aujourd'hui je pars de zéro, j'ai pas le temps de faire 5 années, pas passer un bac plus 5. Je choisirai le plus efficace, le langage le plus à la fois accessible et polyvalent qui me permettra de faire pas mal de choses. Donc, est-ce que j'irai sur du C++, du C Sharp comme on nous apprend à l'école? Non, pourquoi? C'est trop compliqué ce langage. C'est galère, hein. Quand tu fais du C de base, là, avec les structures, avec les pointeurs et machin, pour faire à peine à une ligne qui imprime dans une console une connerie. Enfin, non, non. Alors, effectivement, il y en a qui vont me dire, ouais, mais c'est très formateur, si tu arrives à apprendre ça, après tu sais tout faire. Bah, c'est normal, je veux dire, si on te force à marcher avec un sac de 100 kilos sur le dos, pendant 20 km, bah, c'est sûr que quand tu enlèves le sac sur le dos, tu vas mieux marcher. Bon, c'est la même chose avec le C++, tu vois. Mais le problème, c'est que le nombre de personnes que tu perds en route. Et je pense qu'on perd beaucoup de développeurs, et des gens qui pourraient être motivés en démarrant l'apprentissage avec ce genre de truc. Moi, j'apprends. Je crois que c'était en DUT qu'on avait vu ça. Je sais, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ça m'a pété la tête.
Ça m'a me donné envie de gerber. On faisait ça au tableau avec à la craie, ils te mettaient un pointeur, une adresse, un truc. Je dis, putain, mais c'est quoi ça le code? Vas-y, poubelle. J'ai pas envie de faire ça. Ça m'a dégoûté. Après, j'en ai parlé tout à l'heure, grâce à un stage, ça m'a permis, et du PHP, je crois, ça m'a permis de reprendre confiance. Donc, j'éviterai ce genre de truc qui rebute, en fait. J'irai au plus simple, au plus efficace, j'éviterai les langages complexes. Java, par exemple. Java, c'est complexe. Je parle pas de JavaScript, hein. Java, bon, c'est accessible, plus accessible que du C, mais ça reste quand même encore long pour devenir un bon dev front, dev back, pardon, en Java. Donc je partirai sur des langages accessibles et simples. Python, c'est pas mal, mais voilà, moi je pars sur du JS. Pourquoi JS? Parce que JS, c'est hyper accessible, JS. C'est un des langages les plus, voilà, tu fais un peu d'HTML, CSS, voilà, tu fais un peu de web. Derrière, tu mets du JS. Bon, bah voilà. Euh, tu es capable de rentrer dans le monde du développement avec un langage assez accessible. JavaScript. Si tu veux évoluer après, bah, t'apprends un framework, une librairie, Angular, Vue, React, peu importe. Si tu veux ensuite évoluer vers du back-end, eh bien, tu peux faire du Node, tu peux faire trop de trucs. Et en plus maintenant avec TypeScript, voilà, c'est un langage qui est de plus en plus costaud, de plus en plus sérieux. Donc je partirai sur ça, un langage polyvalent comme du JS. Je me focuserai sur quelques technos. J'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière là, sur les échecs des autodidactes. C'est le fait que voilà, ils essaient d'apprendre trop de choses. Moi, je me ferai mon parcours. Je me dirais de quelles compétences j'ai besoin pour que je puisse, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, on oublie souvent ça, c'est pas d'être un bon développeur. Non, non, non. Ce qui compte, c'est d'avoir du taf. Quelles compétences j'ai besoin pour qu'on me prenne? J'ai besoin de JavaScript, d'être bon en JavaScript, j'ai besoin de connaître un peu le web, CSS, tout ça, bon, ok. J'ai besoin de quoi? De connaître une librairie, Vue.js, bon, bah, je me lance dans Vue.js, React, Angular, enfin peu importe. Je me focus sur ce set de skills, cette liste, cet ensemble, on va dire, de techno, point barre. Et je code des projets, jusqu'à avoir un bon niveau et postuler là-dessus. C'est ce que je ferai. Alors, une autre question de VIP 4 RP VIP. Bon, bah, le pseudo est un peu tordu, mais merci pour ta question. Est-ce que tu proposes des prestats de dev sous rémunération à tes abos? Non, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Alors, j'ai des devs avec qui je bosse, donc voilà, c'est pas mes abonnés. J'ai des devs avec qui je bosse, mais voilà, parce que je connais le niveau, j'ai pas, voilà, je les connais, j'ai besoin de ça, t'es prêt, tu veux venir, on bosse, je paye, c'est réglé, c'est simple, c'est facile. Prendre des abonnés, c'est comme le loto. Voilà, tu peux. Bah, je pourrais en fait, si jamais bah, j'ai besoin, bah, par hasard, tu tombes dessus, bon, on est bon, machin. Mais voilà, faut faire très, très attention parce que bah, dans mes abonnés, il y a plein de gens qui cherchent aussi à devenir développeurs et c'est des personnes qui sont pas forcément formées encore. Donc c'est très risqué. Et c'est pour ça que c'est compliqué de trouver un job parce que la plupart des gens pensent comme moi. C'est compliqué de prendre des gens qui sont pas encore au niveau. Alors je le fais, j'ai proposé de le faire dans mon bootcamp React. Ça veut dire que, mais c'est différent. C'est-à-dire qu'ils sont pas rémunérés. C'est-à-dire que c'est eux qui me rémunèrent, ils travaillent avec moi, mais en échange, je les forme. Parce qu'il faut savoir que, moi, on m'avait dit ça pour le premier bootcamp à Bali, on m'avait dit, oh Mike, le bon, il les a bien pigeonnés, il a fait payer des gens pour venir travailler à Bali, sur un projet, et en plus, il les a fait travailler gratuitement, et en plus, ils sont pas payés. Et en plus, ils ont payé. C'est eux qui ont payé. Alors, ce qu'il faut comprendre, déjà, le projet, c'était pas un projet qui allait pour un vrai client, c'était un projet de bootcamp, première chose. Mais même si c'était pour un vrai client, mais vous imaginez pas le temps que c'est de former des personnes qui ne connaissent pas un projet. Je veux dire, moi, je sais pas, faire une fonctionnalité en React, ça va me prendre une journée. Former des devs à faire ça de la bonne manière, avec la revue de code et tout ça, mais ça prend 2, 3, 4, 5 journées, donc ça prend du temps, donc ça ralentit. Donc c'est pas un avantage en fait. Je parle pour les personnes qui sont en train d'apprendre, je parle pas pour les personnes qui sont déjà devs, hein, ça y a pas de souci. Donc, bah, donc moi je trouve que c'est normal que les gens qui viennent apprendre à coder, ils ont payé, ok, ils ont leur projet, ils ont les formations, ils ont les modules, ils ont les machins, et moi je leur propose, parce que ça fait partie du package, de venir bosser avec moi, et je sais que ça va me coûter. C'est pas, il cool, je vais avoir des devs gratos. Non, ça va me coûter du temps à former, à expliquer, voilà. Donc c'est une chose à comprendre. Donc, est-ce que je l'ai fait? Non. Après, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire. Si je cherche un dev voilà, j'ai un projet, je cherche un dev, une personne qui connaît en ce moment, je cherche un dev front, React, avec en bonus TypeScript qui connaît deux trois technos. Bon,
bah, si une personne, je rentre en contact, je vois que cette personne a des références, me rassure et que pas quelqu'un qui est là, oh, je vais aller coder avec Mike et je me casse ou quoi que ce soit, bah oui, pourquoi pas. C'est quelque chose que je suis pas fermé à ça. Est-ce que je le fais à l'heure actuelle? Bah, j'ai pas eu le besoin et il n'y a pas eu de choses encore à faire. Mais pourquoi pas? Après, moi je reçois tout le temps, Mike, est-ce que tu me prends, bah, tu prends pas des stagiaires, tu prends pas des machins, tu prends pas des trucs? Je reçois des demandes comme ça tous les jours. Je peux pas, bien évidemment. Prendre un stagiaire, si tu peux pas dire, oh, je vous prends et démerdez-vous. Mais quand tu prends un stagiaire, il faut donner des missions, il faut suivre, il faut expliquer, voilà, ça prend un temps énorme. Si je faisais ça, par exemple, bah, j'arrêterais les vidéos, j'arrêterais les bootcamps et je prendrais des stagiaires. Et ça, c'est un autre boulot. Voilà. Karim, merci Karim pour ta question qui dit comment bien organiser son code en React. Alors ça, il n'y a pas de formule miracle. Comment bien organiser son code en React? C'est un casse-tête de tous les jours. Je veux dire, moi aussi j'ai des projets. À chaque fois c'est la bataille. À chaque fois ça part dans tous les sens. Donc définis des règles le plus tôt possible. Moi dès que j'ai un nouveau projet React qui démarre, alors, moi j'ai une structure que je réutilise plus ou moins souvent, mais c'est en gros, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Ouais, ouais. Les mauvaises trucs, c'est voilà, qu'il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que tu codes, tu mets tes composants n'importe où, n'importe comment. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle. La première base, c'est de définir tes règles, tes propres règles. Ne serait-ce que, voilà, je mets mes composants dans SRC Component. Je mets mes contextes API dans le répertoire contexte. Je mets tout ce qu'il y a dans Redux dans le store. Enfin, je sais pas, tu vois. Tu définis toi-même tes propres règles. Après, si tu sais pas trop comment, tu dis ouais, mais quelles règles, moi je sais pas. Inspire-toi des projets, tu vois, sur GitHub, il y en a plein. Des projets où tu peux t'inspirer de comment font les autres, comment ils architecturent leur code en termes de composants, de classes, voilà, de structure de fichiers, etc. Et moi, c'est vrai que dans le bootcamp, on m'a dit aussi, ouais, ça serait bien d'avoir un module dédié là-dessus. Mais il n'y a pas de norme un peu unique là-dessus. C'est un peu, voilà, au projet. Après, alors, il y a un projet que tu peux aller voir qui s'appelle React Bulletproof, c'est-à-dire, tu vois, je crois que ça veut dire gilet, comme les gilets pare-balles, quoi. Voilà. Ça veut dire un projet qui est fait pour résister aux épreuves des balles. Donc Bulletproof React, tu vas voir dessus, c'est une communauté de, c'est un projet où il y a plein de, voilà, c'est un projet où voilà, ils ont mis plein de choses et tu peux t'inspirer donc de ce projet pour peut-être tes projets, pour organiser un petit peu ton code. Question de Samy. Ton ressenti avec le recul sur ton expatriation en Colombie. Ah, tiens, intéressant comme question. Alors j'ai des investissements immobiliers en Colombie, mais j'ai jamais vraiment été expatrié en Colombie parce que, en fait, bah, je suis souvent passé pour investir comme ça de temps en temps ou en vacances, etc. Mais j'ai pas eu une vie d'expat plus longue que quelques mois, quoi. Donc j'ai pas vraiment une vie d'expat, donc je pourrais pas te faire un retour là-dessus. Mais quand même, mon ressentiment, pas sur ma vie d'expat, mais plutôt sur le pays. Colombie, ça a quand même une connotation très dangereux, narco, machin, tout ça, faire attention et tout, etc. Et c'est vrai qu'on n'est pas sur le même niveau de sécurité que les pays d'Asie, hein, c'est le jour et la nuit, il faut être d'accord. Après, c'est un pays qui s'est grandement amélioré. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu investir dessus, parce que c'était un pays où, généralement, c'est un bon signe quand il y a tout le monde sur un truc, c'est que c'est mauvais signe, tu vois, quand il y a tout le monde en ce moment sur le Bitcoin ou sur les cryptos, bah, moi, j'évite d'aller dans les trucs où il y a tout le monde, tu vois. Et ben la Colombie, moi, ça m'a fait ça. Ça veut dire que à l'époque, moi, c'était en 2011 où j'ai voulu investir. C'était un pays qui faisait peur. C'était un pays où, voilà, il y avait encore, il y avait eu les histoires d'Ingrid Betancourt, machin, tout ça. Donc, c'était un pays qui faisait peur. C'est juste avant la négociation là, de paix avec le prix Nobel de la paix du président Santos. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voilà, c'était un pays où très peu d'investisseurs arrivaient. Il y en avait quand même, parce que voilà, la Colombie, c'est quand même un pays où il y a pas mal d'investisseurs. Et moi, j'ai senti un truc. Je me suis dit, dans ce pays, il y a peu de gens qui vont, donc déjà, il n'y a pas tout le monde, donc c'est voilà. Tu peux trouver des biens immobiliers qui, derrière, faut miser un peu sur le pays. Il faut se dire, est-ce que c'est un pays qui a un potentiel et qui a tendance à aller mieux? Et tu le sentais. Moi, je le sentais. Voilà, c'est pas aussi safe que peut-être l'Asie, quoi, mais c'est un pays quand même. Tu peux quand même voyager. Tu peux quand même. Il y a des paysages extraordinaires. Il y a plein de choses à faire. Donc, du coup. Pourquoi je te parle de ça? Voilà, moi j'ai investi un peu comme ça au feeling, c'est-à-dire que je me suis dit, ah, c'est un pays qui fait peur, mais en même temps, je vois le potentiel et ça n'a pas manqué. Quelques années, il y a eu comment on dit?
Ils ont signé le prix Nobel ils ont signé un accord de paix avec les FARC et machin tout ça. La sécurité s'est grandement améliorée, le pays s'est un peu développé. Et voilà, c'est un pays quand même en Amérique latine qui ont quand même une bonne croissance, etc. Même s'il reste toujours de la pauvreté, pas mal de problèmes, mais voilà, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, mon retour dessus, c'est que moi je trouve que c'est un beau pays. Moi j'ai adoré ce pays. Les gens sont super sympas, c'est un truc de ouf, hein. On s'imagine quoi que c'est comme dans le film de Narcos, peut-être? Non, les gens sont super sympas, super chaleureux. C'est voilà, moi j'adore ce pays et d'ailleurs ça fait longtemps que j'y suis pas allé et je compte y retourner dès que c'est possible. Alors oui, j'ai encore pas mal de questions, mais on a le temps, on a dit, on est pépère, on est pépère. Question de Samy, non Samy, pardon, je viens de te répondre, de Julie. Pourquoi tu fais appel à Charlot? Alors Charlot déjà, bah, parce que c'est un pote. Je sais que le coaching, c'est son kiff, c'est son métier. Il est développeur, en plus, il est freelance, il est dev React, etc. Donc il connaît un peu mon univers, quoi, tu vois. Il m'a accompagné dans le bootcamp React à Bali. C'est là qu'on s'est connus. Et bah, en fait, je sais que c'est déjà un développeur, je sais que c'est déjà un freelance, je sais qu'il a une grosse expérience de dev, une grosse expérience de freelance. Il a touché un peu aux technos auxquels j'ai touché, etc. Et on est potes. Et lui, il est passionné par le coaching. Et moi, quand j'ai des programmes et que voilà, je souhaite que mes membres soient accompagnés sur la durée, que je peux pas faire, etc. Bah, je mets. Alors, j'ai eu un petit problème avec la batterie de la caméra, mais on reprend. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais une question. On reprend la question de Julie qui nous dit pourquoi tu fais appel à Charlot? Bah, parce que je disais. Voilà, Charlot c'est un pote à moi, il a suivi le bootcamp React, il m'a accompagné sur le bootcamp React à Bali, etc. Et en plus, voilà, il est dev, freelance, React, etc. Et il a une passion pour le coaching et de temps en temps, enfin sur mes programmes, quand moi je peux pas accompagner tout le monde, eh bien il accompagne aussi les personnes sur le coaching. Et il est bon, c'est un bon coach, donc du coup c'est très bien. Enfin moi je suis content de travailler avec lui et donc c'est pour ça que je fais appel à Charlot. Tu vois quand tu le vois en coaching il sait de quoi il parle, il sait détecter ce qui va pas, comment t'aider à progresser, etc. Autre question de Seb, tu appliques facilement les routines dont tu nous parles? Non, appliquer des routines c'est difficile, c'est un combat du jour le jour. C'est vraiment pas facile comment dire, de tenir ces routines. Moi, je suis tout le temps à essayer de mettre en place de bonnes routines. Je les partage dans des vidéos, dans des emails, etc. Mais c'est un combat de tous les jours. Donc, est-ce que j'applique? Oui, j'essaie d'appliquer au maximum. Parfois, j'arrive pas. Parfois, je change mes routines, etc. En ce moment, j'ai des routines assez claires sur le code, le sport, lecture, méditation, etc. Et si ça me plaît plus, bah, je change, j'adapte en fait mes routines. Alors, 50 000 abonnés sur YouTube, combien tu gagnes? Encore une question sur l'argent. Alors moi je gagne pas mes revenus ne viennent pas de YouTube, je suis pas YouTuber, hein. Il y a des personnes qui pensent que parce que tu es YouTuber, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais je crois que YouTube, ça doit me rapporter peut-être, je sais pas combien, hein, de revenus de YouTube, c'est pas grand-chose, hein. Ça doit être peut-être 200 balles, je crois, par mois ou un truc comme ça. Donc ça, c'est la première chose. Donc tu vois, je vis pas de YouTube. Donc c'est vrai que mon but, moi, c'est pas d'avoir le plus grand nombre de vues, d'abonnés. Alors c'est cool quand ma chaîne se développe, je suis content d'avoir ma chaîne qui se développe, d'avoir des vues, etc. Mais tous les entrepreneurs le savent. Hein, beaucoup d'entrepreneurs font l'erreur, mais ceux qui sont bons le savent, j'ai envie de dire, c'est qu'ils savent que un abonné, on s'en fout. Les abonnés, il y en a qui achètent, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est d'avoir des abonnés qualifiés. Et moi, je fais des vidéos souvent qui s'adressent à des gens qui sont qualifiés, c'est-à-dire des gens qui cherchent vraiment à apprendre le code. Parce que si tu cherches juste à faire des vues, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du contenu un peu mainstream qui plaît à tout le monde. Alors là, tu fais des pranks, tu fais des blagues, tu fais des trucs qui jouent sur la peur. Oh, comment on va vous hacker votre ordinateur, des trucs qui jouent sur la peur. Ça fait des vues. Bon, mais après, moi je le vois, les vidéos qu'on fait des vues, c'est des vidéos un peu plus généralistes, voilà, c'est souvent des touristes. Et moi, je m'en fous d'avoir des touristes. Donc bien sûr que je suis content que ma chaîne se développe, je suis content d'avoir atteint les 50 000 abonnés, mais je préfère avoir 50 000 euros que 50 000 abonnés. Parce que les abonnés, c'est juste du chiffre. Il y a peut-être sur 50 000 abonnés, 10 000, 20 000 ou 30 000 qui sont des vrais gens qui ont un vrai besoin. Il y a peut-être une partie des gens qui sont tombés sur mes vidéos, ils ont dit oh, c'est marrant, qui like, et c'est des touristes. Et en vrai, les touristes, bon, bah, t'as le droit d'être là, mais c'est pas ça qui développe ton business. Et en fait,
pour les personnes qui veulent un peu se lancer dans ce business-là, peut-être de monter un business sur YouTube ou quoi, ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est le nombre d'abonnés qualifiés. Et moi, j'ai quand même une chance, c'est que globalement, quand même, sur ma chaîne, je trouve que c'est des abonnés relativement qualifiés. J'ai cette chance-là, j'ai pas beaucoup de commentaires un peu de touristes, il y en a, ou même des haters, il y en a, mais globalement, je pense que j'ai vraiment une bonne audience. Et je l'ai vu récemment avec une vidéo que j'ai publiée, hein. J'ai testé un format short, là, les petites vidéos sur, comment on appelle ça? Sur YouTube, là, tu peux faire comme des TikTok, comme des Reels, de petites vidéos au format 30 secondes, là. Et moi, comme je suis quelqu'un qui aime bien tester les choses, je me suis dit, je vais tester ce format en jouant un peu sur le biais de négativité. N'achète pas ces claviers. C'est vrai que j'ai reçu des claviers, j'ai eu un problème avec mes claviers, ça m'a énervé. J'ai dit, allez hop, je vais en faire un Reel. Je vais tester ça sur YouTube, voir si ça marche. Et c'est un format, je me suis dit, il y a des chances qu'il marche comme ça. Et en fait, il a marché. Je crois que ce short, il a 200, peut-être 300 000 vues, tu vois. Peut-être une de mes plus grosses vidéos qui a été vue. Bon, mais c'est que des touristes. Quand je vois, c'est que des enfants, des gamins qui me disent, ah, ton clavier, il est nul. Ah, moi, j'ai un Logitech, moi, j'ai un ceci. Mais on s'en fout, tu vois, c'est pas des développeurs. C'est des gamers qui ont vu ce truc et qui mettent des commentaires. Et il y a une partie qui se sont abonnés peut-être par rapport à ça. Mais voilà, c'est des touristes. Et moi, c'est pas forcément que je recherche. Ce que je recherche, parce que moi, je ne tire pas mes revenus du YouTube. Moi, ce que je cherche, c'est d'avoir une vraie communauté de gens qui ont vraiment des besoins de devenir développeurs, qui ont vraiment besoin de devenir freelance, qui fit un peu avec comment je suis, peut-être qui aiment bien le côté nomade, qui aiment peut-être le côté liberté. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché à la liberté. J'aime pas rester dans des cases comme ça, les cases que la société nous mette, pardon. Il faut être, voilà, trouver son CDI, avoir son appartement, avoir son truc. Voilà, moi je suis pas dans ces trucs-là. Pourquoi? Parce que j'estime que ce que fait la moyenne a toujours des résultats moyens. Tout ce que fait la moyenne, tout ce que tout le monde fait, c'est toujours moyen par définition. Je veux dire, il suffit de regarder, regarde. Tu regardes, c'est quoi une musique qui plaît à tout le monde, qui est en top des classements, par exemple? Bah, ça va souvent être une musique bof. C'est une musique moyenne, un truc commercial qui sert de la soupe, quoi, comment on appelle ça, une musique qui sert à tout le monde, tu vois. Et c'est pas la musique de gens un peu, tu vois, un peu pointus, quoi, tu vois. En règle générale, les trucs pour la masse, tu vois, les séries pour la masse, les trucs pour la masse, souvent, bah, il faut le dire, c'est fait pour un peu tout le monde. C'est souvent, bah voilà, le plus petit dénominateur commun, ça va pas très loin. Voilà. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment aider mon audience, vraiment aider des gens qui ont des problèmes par rapport à l'apprentissage du code, qui ont envie de se reconvertir, qui ont envie de devenir développeur, qui ont envie peut-être d'être plus libre, d'être freelance, d'être nomade, de voyager peut-être, d'être voilà, d'apprendre tous ces métiers-là, tous ces trucs-là. Ça, c'est mon truc. Voilà. Allez, je vais terminer avec une dernière question de David qui dit React va-t-il durer? Alors je sais pas, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais globalement React, quand ça arrivait il y a quelques années, c'était un petit peu à la traîne, on parlait plus de Angular, etc., d'autres techno. Là clairement React a bien tout écrasé, bien remonté, donc ça en tout cas c'est une bonne chose. Est-ce que ça va durer? On ne sait jamais, ça change souvent, il y a Vue qui monte, etc. Il y a plein d'autres nouveaux frameworks qui arrivent, mais globalement, React qui est quand même devant, tu as des gros acteurs qui l'utilisent et il y a de fortes chances que ça va durer encore un bon moment. Donc ceux qui apprennent React en ce moment, ne perdent pas de temps. Je vais terminer. Merci à tout le monde. Si tu es resté jusqu'au bout, bah merci d'être resté jusqu'à la fin de ce long chill and Q&A qui a duré plus d'une heure. Merci à toi. Je vais terminer avec une petite annonce concernant un peu la réouverture du bootcamp. Il y a une personne qui avait posé cette question. Les réouvertures du bootcamp que je disais, ça devrait être à peu près du bootcamp React, ça devrait être à peu près pour, je pense, mars à peu près. J'ai pas encore défini la date exacte. Si jamais tu es intéressé, j'enverrai des infos supplémentaires sur comment va être organisée cette deuxième session, parce que la première session était un peu particulière, c'est un lancement. Là, il y a la deuxième session, un peu pour voir les dates, etc. Si tu es intéressé par cette session du bootcamp React, je te mettrai un petit lien en dessous si j'oublie pas, pour que je puisse t'envoyer des news en fait sur quand est-ce que ça va sortir exactement,
qu'est-ce qu'il y aura dans le programme, comment ça va se passer, etc., etc. Donc si jamais toi t'es intéressé, je te mets un petit lien sous cette vidéo ou si tu es sur le podcast, en description du podcast. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette deuxième session de Shin Q&A. J'aime bien ce format, permet d'être un peu plus libre dans mes paroles, d'être habitué à ne pas couper toutes les vidéos, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ce fut un plaisir. Énormément de bonnes questions, énormément de questions. J'ai pas pu traiter toutes les questions non plus parce qu'il y en a un bon paquet. En tout cas, merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Je te retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou pas, puisque je pars en vadrouille dans les îles de Raja Ampat. Je t'en reparlerai un petit peu bientôt, pardon. Je t'en reparlerai bientôt, incessamment sous peu, je voulais dire. Enfin voilà, j'ai du mal à clôturer. Je pense qu'on a passé un bon petit moment ensemble, c'était sympa. Allez, je vais terminer là-dessus. Le lien en tout cas, si tu veux avoir des infos sur le bootcamp de Préac. Je te dis à bientôt pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Ciao.